je ne veux pas revivre mon enfance. Je ne veux pas la revivre. Quand je vois comment il nous a éduqués, comment il était très strict parfois, comment il a été très carré sur certains sujets, ou même dans son comportement, oui, je sais que son enfance a été heureuse, mais quelque part, ça ne trompe jamais, ça. Parce que mon père était vraiment rigoureux par rapport au comportement. Ma mère aussi, vraiment rigoureuse. Pour moi, bien éduquer son enfant, c'est ça. C'est être présent, toujours. C'est être présent, émotionnellement et physiquement. Ouvrir mon cœur, et quand on se repromène, c'est très pudique. Il y a certaines choses que je ne sors pas du tout. Je les ressens et je ne sors rien. Je aussi. C'est vrai, tout yang ferait pour moi, du mal à voir mes sentiments. Moi, je cache mes sentiments, je ne les force pas. Il faut le dire. Il faut. Non. Les portes s'ouvrent sur la zone neutre, un espace sécurisant où les barrières intergénérationnelles tombent pour apprendre aux parents et aux enfants africains à libérer la parole, à s'écouter pour mieux se comprendre. Dans cet épisode, les voix d'un parent et de son enfant se répondent sans se rencontrer. À travers le montage simultané, leurs mots se croisent, se complètent ou se contredisent, dessinant un portrait sensible de la relation parent-enfant. Leur dialogue indirect sera en fin d'épisode analysé par un expert. Alors dites-moi, comment était votre enfance et quelles valeurs ou habitudes vous accompagnent encore aujourd'hui? Quand je repense à mon enfance, ça me renvoie à la belle époque. Vraiment avec beaucoup de tranquillité, beaucoup d'amour et beaucoup de paix. J'étais très entourée par mes parents. On était ensemble avec mes sœurs, mes frères, mes grands-parents et tout. On était bien en famille. Et vraiment, c'était calme et paisible. Des valeurs? Bon, en ce qui concerne les valeurs, il y en a beaucoup, surtout les valeurs religieuses. Parce que nous, on nous a éduqués avec la religion, le Coran, les vertus qui suivent et tout. Donc vraiment, ce sont des valeurs qui m'accompagnent et qui jouent un rôle important dans ma vie. Alors, mon enfance à moi était beaucoup plus calme. Nous vivions ensemble avec maman, papa, mon frère jumeau et ma petite sœur, mon petit frère après. Mais toujours c'était calme. J'ai des souvenirs assez épars de cette époque-là parce que je n'ai pas tout retenu. Bon, en ce qui concerne les valeurs, il y en a beaucoup, surtout les valeurs religieuses. Parce que nous, on nous a éduqués avec la religion, le Coran, les vertus qui suivent et tout. Donc vraiment, ce sont des valeurs qui m'accompagnent et qui jouent un rôle important dans ma vie. Je sais que niveau valeurs, nous avions beaucoup de règles, disons. Nous avions beaucoup de règles à suivre au quotidien. Et niveau valeurs, je dirais le respect, le fait d'être calme et d'être très tôt responsable. On nous a beaucoup responsabilisés très tôt. Voilà. Pensez-vous que votre propre enfance a influencé la manière dont vous avez éduqué ou été éduqué? Oui, certainement, parce que à travers tout ce que j'ai appris de mes parents, de la vie familiale, et qui m'accompagne d'ailleurs aujourd'hui, ça a beaucoup influencé la manière dont j'ai éduqué. Le respect, la politesse, les valeurs éducatives, voilà, surtout, parce que mon père était vraiment rigoureux par rapport au comportement, ma mère aussi, vraiment rigoureuse, hein, et il y a comme je l'ai dit tantôt, les valeurs religieuses qui nous accompagnent comportent toutes ces vertus-là et qu'il fallait
respecté. Donc, ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup accompagné et ça m'a permis d'éduquer mes enfants comme je le voulais aussi. Oui, beaucoup. Je pense que son enfance a beaucoup influencé notre éducation parce que mon grand-père était militaire déjà. Et quand je parle de règles, de normes et de certaines valeurs, c'est aussi de ça que je veux parler. C'est que c'est carrément une transmission par rapport à l'éducation de base qu'elle a reçue. Donc oui, beaucoup. Je vois en elle mon grand-père avec sa force, sa croyance, sa ferveur, son courage. Tout ça est en ma mère. Tout ça est en ma mère. Quand je vois comment il nous a éduqués, comment il était très strict parfois, comment il a été très carré sur certains sujets, ou même dans son comportement, oui, je sais que son enfance a été heureuse, mais quelque part, ça ne trompe jamais, ça, que son père était militaire. Si vous pouviez revivre un seul moment de votre enfance, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Bon, je choisirais nos après-midi, après la sieste, à la maison, avec mes frères, mes sœurs, mon papa, ma maman. Et on était toujours ensemble en train de concocter des goûters, soit des beignets, soit des grillades de poissons. C'était sympathique. Et puis, il y avait nos voisins qui venaient nous rejoindre. Donc, on était bien et c'était la bonne ambiance. Au contraire, y a-t-il dans votre enfance un sentiment que vous ne voulez plus jamais ressentir? Un sentiment de frustration, comme les interdictions de sortie. Et on était privé il y a certaines sorties dont on était privé. On n'avait pas le droit de sortir à certaines heures. Et des interdictions aussi de regarder des films en semaine aussi. Parce qu'il y avait des films très intéressants, des séries et qui passaient dans la semaine et qu'on n'avait pas le droit de voir. Je ne veux pas revivre mon enfance. Je ne veux pas la revivre. Elle était tellement ennuyante. Je crois que c'est un peu pour ça que je me suis tournée vers la lecture parce que tout était trop plat, en fait. Plat et vide, selon moi. Donc, si je dois choisir un moment particulier avec mes parents, ce serait les soirs quand ils rentraient et qu'ils apportaient de la pizza ou des choses à manger et qu'ils nous réveillaient peut-être à 1h ou 2h du matin et qu'ils nous réveillaient juste pour manger en nous disant hey, réveillez-vous, venez manger et tout, après vous allez retourner dormir. On passait un bon moment ensemble à ce moment-là et moi je pense que c'est un des moments qui m'ont le plus marqué dans mon enfance. À part ça, je dirais que j'aimerais bien retourner à mes 12 ans, la première fois où j'ai ouvert un roman. Ça, j'aimerais tellement y retourner. Cette sensation est incroyable, je ne peux même pas la décrire, je n'ai jamais eu les mots pour la décrire en fait. Voilà. Quand vous pensez à votre lien mère-fille, qu'espériez-vous chacune l'une de l'autre? Pour la relation mère-fille, il y a une relation de confiance et d'amour qui doit être établie. C'est primordial en fait pour la bonne entente entre la mère et sa fille. Voilà. Alors quand je pense à notre lien mère-fille, ce que j'ai toujours voulu, ce que j'ai toujours espéré, c'est de la patience, de l'écoute et surtout de l'accompagnement. Surtout ça, oui. Ne pas juger et être écouté. Surtout ça. Être comprise aussi, parce qu'on peut être écouté sans pour autant vraiment être comprise. Et je pense que c'est tout ça que j'ai toujours espéré dans mon lien avec ma mère. Selon vous, qu'est-ce que bien éduquer un enfant signifie? Bien éduquer un enfant signifie lui inculquer les valeurs socioculturelles qu'il faut pour qu'il puisse bien évoluer en société et poser ses marques et avoir une vie tranquille.
D'accord. Pour moi, bien éduquer son enfant, c'est ça. C'est être présent, toujours. C'est être présent émotionnellement et physiquement. C'est pouvoir écouter, comprendre et respecter surtout son enfant. Parce qu'on ne se le dit pas souvent, mais surtout en Afrique en général, on ne se pose pas trop la question. Mais à un moment, on se rend compte que notre parent ne nous respecte pas. C'est drôle dit comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude justement d'entendre ça, que notre parent doit nous respecter, mais en vrai, le respect, il est réciproque. En fait, l'enfant, il ne donne que ce qu'il reçoit. Et parfois, quand on dit que, voilà, ça étonne que certains enfants s'expriment ou parlent d'une certaine manière à leurs parents, mais il faut juste savoir qu'il y a l'effet miroir qui est là, que l'enfant ne reproduit que ce qu'il voit, ou ce qu'il entend, ou ce qu'il expérimente. Et oui, pour moi, vraiment, bien éduquer un enfant, c'est l'accompagner, le comprendre et le respecter. Parce que le parent est le socle de son enfant. Voilà. C'est aussi son premier exemple d'individu, en fait, dans la société. C'est pour ça que c'est très important. Est-ce que tu penses avoir atteint ton objectif en tant que parent? Oh oui, je pense. Parce que là, quand je vois mes enfants évoluer, et cette évolution est basée sur la confiance que je leur ai inculquée, la confiance pour eux-mêmes et la confiance par eux-mêmes. Donc là, je vois qu'ils ont une base solide pour évoluer en société. Ben oui, j'ai reçu une très bonne éducation, une très très bonne éducation. Je ne suis pas la seule, ou disons que, en fait, à force d'entendre les gens le dire, finalement, je peux le dire comme ça et mieux m'en vanter, en fait. Parce que oui, j'ai reçu une très bonne éducation et les valeurs, la manière d'être, la manière de faire. J'ai beaucoup appris de mes deux parents. Mais ma mère, c'est particulier, elle m'a beaucoup appris aussi. Euh, et oui, je suis très satisfaite de l'éducation qu'elle m'a donnée. Et je pense qu'elle, en fait, elle n'aurait même pas pu faire mieux, elle. Même pas. Y a-t-il un moment où vous avez senti que vous vous étiez manquée, incomprise, ou même déçue mutuellement? Mais bien sûr, ça peut arriver. Il y a des moments comme ça. Et là, il suffit juste de communiquer, de bien communiquer, hein, de laisser le temps faire. Oui, il y a eu beaucoup de moments où c'était difficile. Le dialogue n'était pas au rendez-vous. On est même resté des jours sans se parler parce que j'avais l'impression de dire jaune et elle disait rouge. Mais après, même si c'est difficile, on finit toujours par revenir. Et c'est ça qui est beau. On ne se comprend pas, ni rien, mais on revient et on se pose et on discute. Et après cette discussion, après cette communication qui se pose, on s'est toujours comprise. On s'est toujours comprise. Et s'il arrive parfois qu'on ne se comprend pas, même après ça, on dépose les armes. On dépose les armes et on se dit, bon, je respecte ton choix ou je respecte ton opinion. Et après, on verra ce que ça donne. C'est comme ça. Si vous pouviez changer une seule chose dans votre éducation, un geste, une parole, une décision, que serait-ce? Ben, j'aurais augmenté le temps de rester avec mes enfants. Et Oui. niveau éducation, s'il y a bien une chose que j'aurais bien aimé changer, c'est que ma mère m'écoute plus. Qu'elle m'écoute plus et qu'elle me comprenne plus. Qu'elle soit plus présente émotionnellement, en fait. Parce que j'ai eu à mener certains combats et elle n'était pas là. Elle n'était pas là avec moi. Même en face de moi, elle n'était pas là. Donc, si j'ai une chose que j'aurais bien aimé changer, c'est ça.
Est-ce que vous avez le sentiment de vous être finalement comprise au-delà du rôle de mère et fille? Mais oui, bien sûr. Mhm. Mais parce que là, vraiment, nous avons une entente. Et quand on se regarde, hein, on s'admire déjà. Et je pense que c'est le plus important. Mhm. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais je crois que finalement maintenant, elle est de plus en plus consciente du fait que je suis une individu à part entière et que je mérite d'être écoutée, d'être comprise et d'être considérée dans certaines choses, dans certaines décisions ou dans certains choix que je fais. Maintenant, elle l'a compris et maintenant, nous sommes beaucoup plus complices. On se comprend mieux et surtout, on accepte que l'autre peut avoir tort, tout comme il peut avoir raison. Donc, voilà. Maintenant, on est bien. Et de plus en plus, je la regarde et de plus en plus, chaque jour, je la trouve magnifique. Je me dis que elle a fait de son mieux. Parce qu'en vrai, c'est une maman incroyable, je l'admire énormément. Y a-t-il une partie de vous que vous auriez aimé que l'autre voie, mais qu'elle n'a peut-être pas comprise? Oh oui. Parce que là, il arrive qu'il y ait des incompréhensions. Et à ce moment-là, j'aurais vraiment voulu ouvrir mon cœur pour que mon enfant puisse voir ce que je ressens. Ouais. Ouvrir mon cœur, et quand on se repromène, c'est très pudique. Il y a certaines choses que je ne sors pas du tout. Je les ressens et je ne sors rien. J'apprécie. C'est vrai? Yow mi tout yaa ngi fexe pour ma lay wax mes vrais sentiments. Mais Moi, je cache mes sentiments, je ne les force pas. il faut le dire. Il faut. Non. Ma sincérité, c'est la chose en fait la plus invisible dans mon histoire, je pense. Parce que parfois, je faisais des choses, je pouvais venir faire un acte pour avoir tel résultat, mais après, à un moment, les autres voyaient le résultat inverse. Et surtout ça, je crois que ça m'est beaucoup arrivé de vouloir faire une chose positive qui finalement se retournait et était négative. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi d'ailleurs. Mais je pense que ça m'a permis de comprendre que les perceptions sont différentes. Ce que je peux trouver bleu est peut-être vert. Et je l'ai accepté. Voilà. Et j'aurais bien aimé que ma mère voie ça plus souvent aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'une a fait ou n'a pas fait qui a blessé l'autre sans qu'on ose en parler? Non, parce qu'on a toujours l'habitude de parler. On en parle, on se dit tout. Donc, ça, non. Non, oui, il n'y a rien, en fait, qu'on ait peur d'aborder l'une avec l'autre maintenant. Parce que tout a déjà été dit. Les bonnes et les mauvaises choses. Et les choses même qu'en fait, beaucoup d'enfants n'oseraient pas dire à leurs parents. Ah, j'ai vraiment beaucoup dit à ma mère. Pour ne pas dire tout, en fait. Ouais. Parce que tout simplement, je lui fais confiance. Voilà. Avez-vous déjà eu peur de vous perdre, pas physiquement ni émotionnellement? Pourquoi? Par rapport à certaines incompréhensions, peut-être. Cette peur-là est toujours, ça existe, elle est toujours là. Donc, on a toujours peur de blesser l'autre. On a toujours peur d'être incomprise. On a toujours peur de faire mal et que ça soit irréversible. Voilà. Oui, j'ai eu peur. Surtout pendant mon adolescence, j'ai beaucoup eu peur de perdre ma mère. À un moment, je me suis même dit, bof,
je m'en fiche si je la perds. J'étais très inconsciente de penser comme ça et très très loin de la vérité en fait. Parce que oui, j'étais dans un moment où je me cherchais beaucoup, où même le sens de la vie, en fait, je me posais des questions très philosophiques. En mode, pourquoi on vit? Ça n'a pas de sens, on va mourir de toute façon. Tout ce qu'on s'acharne à chercher, à avoir, à trouver et tout, on va mourir. Pourquoi alors? Qui a décidé qu'on veut vivre comme ça nos vies? Et pendant cette quête de moi et du monde et de la vie en général, j'ai eu peur de perdre ma mère émotionnellement parlant. Parce que plus je lui parlais, plus j'avais l'impression qu'elle ne me comprenait pas, que j'étais complètement à l'ouest, ou que j'étais même bizarre en fait. Et oui, c'est à ce moment-là surtout que j'ai eu peur. Ouais. Quand vous pensez à votre relation aujourd'hui, sentez-vous qu'il reste un non-dit entre vous? Non. Tout est dit et tout est su. Non, je ne pense pas qu'il y ait de non-dit entre nous présentement. Parce que elle me connaît et je ne sais pas mentir. Même si en fait il y a des choses que je ne dis pas, au fond elle les sait déjà. Elle ne dit juste rien. Quelle est selon vous la plus belle chose que vous vous êtes transmise? Il y en a, hein. Mais bon, le plus fort, c'est l'amour. Ouais. Et l'admiration, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez que l'une a choisi de faire différemment de l'autre? Il y en a beaucoup même. Parce que ma fille, elle aime faire les choses différemment. Elle ne veut pas faire comme moi. Moi, j'adore me maquiller. Elle n'aime pas. Elle est plutôt simple et sobre. Et moi, je suis plutôt flashy, extravagante. Voilà. C'est ça. Par exemple, ma mère, elle aime bien tout ce qui est flashy, coloré et autres, et moi, je suis plutôt neutre. J'aime bien les couleurs autant neutres, par exemple. Alors qu'elle aime bien le rose, le rouge. Ouh là là. Quand je mets ça, moi, je n'ai pas l'impression d'être super jolie, quoi. Comme elle est magnifique quand elle fait ça. Et ouais, comme je dis, ce n'est pas parce que on fait des choses différemment qu'on n'aime pas ce que l'autre fait. Quelle leçon de vie aimeriez-vous que l'autre comprenne avant qu'il ne soit trop tard? Elle a déjà compris, hein. Elle a... En fait, j'ai commencé à lui parler à l'âge de 9 ans. Et je lui ai servi des sujets très sérieux et des sujets de la vie qu'elle a commencé à observer, qu'elle a commencé à respecter, qu'elle a commencé à pratiquer. Donc, je pense que maintenant, elle est vraiment bien armée, bien équipée pour son parcours de vie. Voilà. Pour finir, qu'aimeriez-vous vous dire aujourd'hui? Le mot de la fin, comme on dit en arabe, Allahumma barik. Donc, je lui souhaite le meilleur. Hein, et le meilleur reste à venir. Voilà, je lui souhaite une bonne vie, un bon parcours, un bon vent et plein de bonnes choses. Vraiment. Que du bonheur, hein? Il y a tellement de choses que j'aimerais lui dire. Par exemple, être faible n'est pas une faiblesse. Laisser ses larmes couler n'est pas une faiblesse, c'est une force. Lâcher prise est une obligation parce que, à la longue, on se brise. Et se relever dans ce moment-là est encore plus difficile. J'aimerais aussi lui dire que l'on ne peut pas, en fait, elle ne peut pas faire plus qu'elle a toujours fait. Que ce soit pour nous ou pour les autres d'ailleurs. Et je pense qu'elle aurait dû penser à elle avant qui que ce soit, même avant nous. Et voilà, si vraiment je dois ajouter quelque chose, c'est qu'elle vive, qu'elle arrête de se faire du souci.
Elle ne peut plus rien faire pour nous en vrai à part prier et qu'elle vive. Elle mérite de vivre à 100 à l'heure, à 200 à l'heure même. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'aimerais lui dire de manière sincère et voilà. Il y a même des choses que j'ai déjà dites, mais je les répète quand même. Parce que pour moi, ma mère est une héroïne qui a su aller contre vents et marées pour que ses parents soient bien, pour qu'elle soit un peu bien elle aussi, pour que sa famille soit bien, pour que nous, les enfants, on ne manque de rien. Quand on est jeune, on ne sait pas trop ce que nos parents font pour nous. Mais plus on grandit, plus on les voit, plus on comprend ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils voulaient accomplir. Et on devient conscient de plein de choses. Et c'est pour ça que voilà, je prie tout le temps pour qu'elle vive longtemps et que je puisse la gâter. Voilà. Cet épisode est spécial parce que je l'ai fait avec ma mère. C'était pour ouvrir. Ah bon, c'est ta mère? Oui, Oh là là. oui. C'était pour ouvrir et pour poser déjà les bases de la zone neutre, c'est-à-dire un cadre où on peut vraiment s'exprimer, dire à l'un et à l'autre ce qu'on veut vraiment, comment on se sent surtout, par rapport à elle ou par rapport à notre manière d'être ensemble. Alors ici, on a commencé par parler de son éducation et comme vous avez pu l'entendre, elle a grandi dans une famille assez carrée. Son père était militaire, sa maman est bambara. Et elle a grandi dans cette éducation-là où il y avait des règles. Il y avait beaucoup de règles. Il ne devait pas sortir à certaines heures. Pour sortir, tu devais le dire avant une semaine à l'avance pour que tout le monde sache. Il y avait beaucoup de règles de base qui peuvent paraître dures, mais qui ont forgé, selon elle, la personne qu'elle est et qui a forgé aussi notre éducation à nous. Donc, comme on dit, une éducation très orthodoxe, quoi. Mhm. Bon, vous savez, chaque culture, avec son approche, sa façon d'éduquer, Oui, vous voyez. Donc, la notion du bien et du mal, et si le bien et le mal n'existe pas, c'est y penser qui le rend ainsi. Mm. C'est pas si je me comprends. C'est-à-dire ce qu'on appelle bien ici. Vous parlez dans d'autres cultures, eux, ils vont le percevoir comme des choses négatives, hein. C'est vrai, Vous voyez, donc c'est relatif, j'ai envie de dire, quoi. c'est vrai, Maintenant, une éducation trop stricte inhibe l'enfant. c'est vrai. C'est-à-dire, il faut des règles qui vont encadrer, sans nul doute. Oui. Imaginez une société où il n'y aurait pas de règles, là. Non. C'est pas possible, non? Non, ce Donc, serait le chaos, ça. Évidemment, il faut des règles. Mais il faut jongler entre la liberté et les règles. Mais si tu es trop strict, c'est comme la dictature machiavélique. Là, tu fais quoi? Tu inhibes les enfants parce que tu ne respectes pas leur personnalité, tu ne leur donnes pas la liberté de s'épanouir. C'est vrai. Donc, il faut jongler entre la liberté et les règles qui vont encadrer la vie des enfants, l'éducation des enfants. Ok. Parce que elle, à ma question de qu'est-ce que bien éduquer un enfant, elle me répond que c'est lui transmettre des valeurs. Elle a raison sur ça, hein. Mais quelque part, allant plus encore dans le développement qu'elle a donné, je me suis posé la question, en fait, on ne donne que ce qu'on a reçu et tous les parents pensent vraiment bien faire. C'est ça, en fait, qui amène une boucle incessante. De répétition de Exactement, de répétition de schéma. Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que, par exemple, ceci a fait mal, mais quand on le reproduit, c'est comme si c'était ça la norme, en fait. Alors que ce n'est pas souvent le cas. Elle, quand même, elle a su casser beaucoup de choses, il faut le dire. Elle m'a parlé de son enfance, elle m'a parlé de son développement, elle m'a parlé de choses difficiles qu'elle a vécues. Je suis très loin d'avoir vécu ça, vraiment. Donc, vraiment, je sais qu'elle a fait de son mieux. Même si, comme tout à l'heure, on en parlait, ça ne peut pas être parfait. C'est pas possible. Oui, 100%. Oui. Même en psychologie, on dit chaque personne souffre au moins de 4 traumas de base. Et quand les autres, là, John Kiriakos, William Reich et Lise Bourbeau parlaient des blessures de l'âme, ça rejoint les 4 blessures que tout le monde a, quoi. Tu vois, il parle de rejet, abandon,
trahison, injustice, humiliation, c'est pas tout le monde. Vous voyez, et ça rejoint à ce qu'on dit, hein. Et ça rejoint ce que même nos religions nous disent. C'est-à-dire, il n'est pas d'humain parfait. C'est vrai. Ouais, c'est ça, quoi. Mais en réalité, là où tu parles de l'expérience de ta maman, tu sais, tu parles de l'éducateur, cette boucle fameuse, boucle incessante. Oui. Tu sais, tout éducateur devient le fruit de son éducation. Ainsi, l'éducation devient une chaîne sans fin de répétition de schémas, souvent vicieux. Mais une chose est sûre, Marie. Si nous ne sommes pas responsables de notre éducation, de notre programmation, il n'en demeure pas moins. Nous sommes responsables de sa mise à jour. C'est vrai. On peut s'auto-éduquer, parce que la nature de l'être humain reste malléable et élastique. C'est vrai, oui. Tu vois? Oui. Donc, il y a des choses, on voit que ça, ici, il y a un roche. Ça ne marche pas. C'est vrai. On doit travailler. Pourquoi nous, ici, nous sommes là, évidemment? Tu vois, beaucoup de gens, ils ne savent pas qu'ils sont dans des schémas vicieux. Ta maman a dit, éduquer, c'est transmettre de la valeur. C'est vrai, mais comment? C'est ça est plus important. Parce que transmettre de la valeur, comme tu l'entends, est-ce qu'en réalité, la manière dont tu conçois le fait de transmettre de la valeur est la meilleure chose à faire? Il faut se poser des questions. Oui. C'est-à-dire, le mot éducation vient du mot éduco, qui signifie développer, puiser depuis l'intérieur. Une personne bien éduquée, une personne qui a tellement développé ses facultés humaines qu'elle peut obtenir tout ce qu'il veut et le pour sans être égoïste. C'est vrai. Donc, une personne bien éduquée est une personne qui a une personnalité accomplie, qui sait comment faire pour obtenir ce qu'il veut tout en faisant preuve d'intelligence sociale et d'équilibre intérieur. C'est vrai. Et justement, parlant d'équilibre intérieur, comme là, c'est spécial, j'ai grandi avec elle. J'ai vu les différents stades qu'elle a vu à franchir. Et jusqu'à présent, elle en franchit. Et à chaque fois que je m'en rends compte, c'est comme une sorte de... Ça me fait un tilt, en fait. Je me dis, ah, donc elle grandit toujours. Et ça, c'est incroyable, en fait, de dire que ton parent grandit toujours. Et la dernière fois, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, bon, c'est pour ça que j'ai fait ce premier épisode avec elle. Parce que je la connais mieux. Et j'ai appris à voir là où moi, avant, je ne voyais pas pourquoi elle faisait telle chose ou telle chose ou telle chose. J'ai appris à comprendre et à savoir pourquoi, finalement, elle agissait d'une certaine manière. Donc, vraiment, l'équilibre intérieur est important. Et c'est ça, je pense, qu'au fur et à mesure, à travers ces épreuves, surtout, qu'elle a appris à recoller tout ça. Et tu dis que tu vois que tes parents grandissent toujours. Oui. Et Marème, nous grandissons toujours. Oui. Nous évoluons toujours. Nous régressons. On va bouger de toute façon, intérieurement et extérieurement. Oui. Parce que nous, vivre, c'est bouger. Je sais pas, tu bouges en progressant ou en allant vers l'arrière, hein, Oui. mais tu vas bouger. Ça, en fait, c'est la mission de la vie. Hein. Tu sais, l'âme vient, nous ne sommes pas des êtres humains qui expérimentent une vie divine. Nous sommes des êtres divins qui expérimentent une vie humaine. Et ça change tout. Nous sommes une âme qui s'exprime à travers un corps. Quelle est la mission de l'âme? Elle est venue pour évoluer. Oui. Vous savez, vous entendez les gens dire la meilleure version de moi-même. C'est à la mode. Oui. C'est une absurdité. Oui. Tu sais pourquoi? Nul ne peut atteindre la meilleure version d'elle-même. Sinon, si cela était possible, on pourrait dire que l'être humain peut être parfait. Mais la meilleure version de soi-même, c'est pas une destination, c'est un voyage sans fin. C'est vrai. Nous sommes un réservoir intarissable de qualités et de défauts. Mais ce que nous connaissons en nous, souvent, ne représente même pas une goutte d'eau dans l'océan de ce que nous sommes. Combien d'expériences a eu l'âme? Combien d'informations? Donc, à chaque fois, on a des expériences, on progresse, on a des échecs, des réussites, entre autres, on grandit, on évolue. Oui. C'est ça, vivre. C'est incroyable. Alors, il y a un autre point. On a beaucoup discuté aussi de notre lien mère et fille, des différentes étapes qu'on a eues et autres. Et aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah, parce qu'en vrai, passant l'adolescence et autres, on a connu des moments de friction, des moments de difficulté, des moments où émotionnellement, nous n'étions pas compatibles. Sauf que de plus en plus, comme tu as dit tout à l'heure, on évolue chaque jour un peu plus. Et chaque jour, un peu plus, on apprend à faire des concessions. On apprend à comprendre l'autre et à pouvoir naviguer sur la vague avec. Et aujourd'hui, parfois, je peux dire un truc qui ne lui plaît pas
Et je vois quelque chose d'impressionnant, c'est qu'elle s'assoit, qu'elle prend le temps, elle me dit, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ça, c'est une nouveauté. Parce qu'avant, c'est La dictature machiavélique. exactement. C'est ça, en fait. Comment ses parents, en fait, l'ont éduqué en mode, c'est carré. Ça peut pas être rectangulaire ni triangulaire. Ouais. Et maintenant, elle s'autorise à faire cet écart. Se dire, ah, il faut que j'écoute, il faut que je comprenne. Ce n'est pas comme moi, ce que je veux, c'est ça qui va se faire. Parce qu'elle avait l'habitude de le dire. Lume bëgg mooy am. Alors que maintenant, c'est autre chose. Maintenant, elle apprend à comprendre. Elle apprend à dire, ah, si c'est ce que tu veux, allons-y, on va voir. Et ça, cette évolution est incroyable. Et c'est pour ça que moi, de plus en plus, ça fait que j'étais déjà proche de ma mère, mais je le suis encore plus. Est-ce que tu peux développer cette partie-là? C'est-à-dire le lien parent-enfant, comment en fait la communication est importante pour pouvoir construire un lien encore plus fort que ce qu'on pensait, en fait, qui pouvait exister. C'est une question très, très, très importante parce que j'ai parlé au début de respect. Oui. Les parents, en fait, là où il y a vraiment, vraiment anguille sous roche, ils n'apprennent pas, en tout cas dans nos cultures africaines là, ils n'apprennent pas à respecter leurs enfants. Oui. La majorité en tout cas. Oui. Ils n'apprennent pas à respecter. Respecter la personne, c'est quoi? Savoir que cette personne est un individu à part entière. Effectivement. Elle a sa conscience, sa façon de voir les choses, Oui. entre autres. Mais comment toi, en tant que parent, tu veux qu'on te respecte avec tes défauts et tes qualités, et tu n'es pas prêt à respecter un enfant comme il est venu au monde? Chaque enfant vit avec son tempérament. Vous savez, William Reich disait que la nature de l'être humain se consolide dans son berceau. Se consolide. Oui. Ça veut dire que quand nous ne naissons pas table rasa. Quand nous venons au monde, nous ne voulons pas table rasa. Il y a des prédispositions génétiques. Donc, qui nous orientent à un caractère, une personnalité spécifique particulière. Ben, évidemment, qu'on peut toujours travailler pour l'affiner encore et encore et encore. Oui, comme je dis, c'est le travail de toute une vie. Oui. Donc, en réalité, les parents devaient apprendre la communication, en quelque sorte, basée sur l'écoute, le respect. L'écoute active, c'est le respect. Hein? Le respect et le fait aussi de ne pas vouloir coûte que coûte l'enfant te ressemble à bon sens. Surtout ça. Il n'a pas une personnalité. Ils vont comprendre cela. Oui. À bon séjourner dans l'eau, un tronc d'arbre ne deviendra jamais un crocodile. Tu penses que tu peux éduquer l'enfant qui est venu au monde avec une personnalité, un caractère particulier, différent? C'est partie de la personnalité de l'enfant. C'est ça que j'appelle respecter. Et ça, il faut une communication fluide, basée sur le respect et le fait de vouloir comprendre ton enfant. Quand ton enfant parle, pose plus de questions, écoute méticuleusement pour analyser, comme le psy fait. Comme quand nous faisons une thérapie, comme nous procédons, il fait ça, pose des questions, l'enfant va parler. Tu vas l'étudier, comment il parle, qu'est-ce qu'il traite dans la vie. Après, toi-même, tu sais comment l'encadrer. Oui, c'est vrai. Oui. Pour en fait, tu fais sa personnalité. Effectivement. Et éveiller sa conscience. Tu vois, c'est là où véritablement l'enfant pourra s'épanouir dans la vie et c'est le but ultime, dans le bonheur, quoi qu'on puisse faire. Hein? Oui. Ah, c'est ça. Et avant de terminer l'émission, j'aimerais bien poser une question parce que c'est une... Moi aussi, j'ai une question. Hein. Oui. Je pose d'abord. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a enseigné? C'est-à-dire, cette conversation que tu as eue avec ta maman. Comment tu vois sa maman? Est-ce son éducation a une conséquence? L'éducation, je veux dire, qu'elle a reçue. Qu'elle a reçue? Oui. Je l'ai même dit dans notre entretien. Son éducation a beaucoup impacté ce qu'elle nous a donné. Parce qu'elle a fait le tri quand même des choses qu'elle devait nous donner. Et là, j'ai compris une chose, c'est que rien ne peut être parfait. Même nous, en tant qu'individus, on attend que l'autre vienne vers nous, on attend que l'autre nous donne, sauf qu'en fait, on ne comprend pas encore à ce stade-là, à ce moment-là, que l'autre aussi est incomplet. C'est un partage qu'on fait. Donc, tout comme ma mère m'a éduquée,
J'ai l'impression que nous, ces enfants, nous l'avons aussi éduquée quelque part. Elle a appris de nous. En nous éduquant, elle a grandi, elle a appris de nous. Et nous aussi, on a appris d'elle. Au fur et à mesure que la vie avance, jusqu'à présent, jusqu'à hier, en fait, il y a des choses qu'elle fait qui m'apprennent encore la vie. Et effectivement, comme on dit, ce n'est pas ce que tu dis que l'enfant fait, mais ce qu'elle te voit faire. Et moi, c'est ça en fait, quand je vois ma mère agir d'une certaine manière, dans ma tête, je me dis, ah, donc ça veut dire que ma pensée de telle situation n'était pas correcte. Donc, je vais essayer de réadapter ma façon de voir et voir quel équilibre ça va me donner. Parce qu'en vrai, quand on donne un conseil à quelqu'un, de Évidemment. même si la personne nous dit ne fais pas ça, au moins elle aura compris quelque chose ou elle aura assimilé quelque chose de nouveau. Donc moi, c'est comme ça que je suis en train, moi aussi, de grandir dans cet échange-là. Et tu as dit que ta maman Mhm. vous éduque ses enfants, mais tu vois que vous, les enfants, vous les éduquez aussi. Oui. Et ça, en fait, c'est incroyable. Tu sais, de la même façon, pas de la même façon, mais je dirais, les parents pensent que c'est à eux d'éduquer les enfants, mais les enfants aussi leur éduquent. Je t'explique. En fait, tout ce qui t'irrite chez les autres et en toi-même, il doit te d'amener à une meilleure compréhension de qui tu es réellement. C'est-à-dire, l'enfant, les comportements de l'enfant qui irritent, qui rendent nerveuse sa maman, ces comportements-là éveillent des traumas d'enfant chez ce parent, chez la maman. Parce qu'en réalité, si par exemple, quand maman avait 2 ans, 3 ans, elle sautait sur les fauteuils comme les enfants font, sa maman, elle, Oui. le cri dessus. Oui. Et que elle intériorise un trauma là-bas. Oui. Vous voyez, elle avait 2 ans, 3 ans. Oui. Le jour où elle aura des enfants qui auront cet âge, il y aura souvent, c'est pour une probabilité, mais la plupart du temps, un enfant ou ses enfants vont répéter le même comportement. Pourquoi? Pour lui rappeler, lui permettre de mettre à la lumière ce schéma vicieux afin d'en profiter pour le transformer en un schéma vertueux. C'est ce que Jung disait. Oui. C'est ce qu'ils n'appellent rien d'effet désagréable qui les arrive, force la conscience cosmique, ce qu'il appelait Dieu, à le reproduire autant de fois jusqu'à ce qu'ils puissent apprendre ce qu'enseigne de ce qui leur est arrivé. La vie, c'est comme à l'école. Tu as ton examen, tu vas refaire cet examen jusqu'à pouvoir réussir à passer au niveau supérieur. C'est la même façon. Les enfants éduquent leurs parents, mais subtilement. C'est un langage très subtil. Oui. Parce que tout ce qui est danger ton enfant là, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire, c'était pas d'ombre décimée dans les couloirs du temps que les comportements de l'enfant éveillent en toi. Que tu dois être conscient et travailler afin d'évoluer, afin d'éduquer ton enfant intérieur. Plus tu fais ce travail, plus tu te connectes à toi-même. C'est magnifique. Évident. C'est incroyable. T'avais une question? C'était la même. C'était comment faire en fait pour montrer en fait à la société sénégalaise que ça existe, que cet échange-là existe, cette éducation qu'on donne aussi à nos parents et que les parents doivent écouter plus leurs enfants et même les observer plus. Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils ont devenu leurs enfants en fait. Évidemment. Et dans cet enseignement, je pense qu'il y a 3 choses qu'il faudra retenir à jamais. À jamais, je dis, mais à jamais. Faites-en des conditions vitales en tant que parents. Vos enfants sont des individus à part entière. Ils ont leurs individualités. Oui. Ils ne sont pas appelés à être comme vous, à devenir qui vous êtes, mais à devenir qui ils sont appelés à être réellement. La première chose. Et par là, par ricochet, par voie de conséquence, vous devez systématiquement les respecter, leur donner la liberté et de les encadrer, ne pas être dans la dictature. La troisième chose est que, tu sais, jusqu'au moment où tu acceptes tes imperfections et les imperfections d'homme de l'enfant, tu ne pourras jamais tendre vers la perfection. Eh oui, effectivement. Et sur ce, merci. Merci beaucoup, Monsieur Massamba, pour cette intervention. Je vous rappelle que Monsieur Massamba Ning est un psychopraticien, thérapeute, coach formateur certifié
Et je vous laisserai en barre de description son numéro pour pouvoir le joindre. On se retrouve au prochain épisode.